L'histoire commence ici, dans la ville texane de Mejia, une petite communauté de 6000 habitants où Allen Stanford naît le 24 mars 1950. Son père, James, est assureur, mais aussi le maire de la ville. Sa mère, Sammy, est femme au foyer. Si la famille Stanford fait partie des notables de la ville, rien ne laisse pourtant supposer qu'Allen, petit enfant de la campagne, connaîtra plus tard une vie d'opulence indécente. Dave Henry sera 50 ans plus tard un de ses proches collaborateurs. Pendant 10 ans, c'est lui qui assurera la promotion audiovisuelle de l'empire financier d'Allen Stanford. Fasciné par son histoire, il accumule depuis les recherches sur son ancien patron. Look, it's me. Regarde, c'est moi, avec 13 kilos de plus. Mejia est une toute petite ville très conservatrice, située dans la ceinture de la Bible, comme on appelle cette région ici. Donc des gens traditionnellement très conservateurs, très religieux, des baptistes plus spécifiquement. Dans cet environnement, j'ai l'impression qu'ils étaient probablement une des familles les plus riches de la ville. J'y suis allé et j'ai lu les journaux de l'époque, dont l'un des gros titres était « Allen Stanford célèbre son 4e anniversaire avec 12 amis ». Sa maman avait fait publier une annonce dans le journal, ou alors elle connaissait les journalistes. Allen grandit beaucoup. Il mesure bientôt près de 2 mètres. Il impressionne par son physique. Un regard intense, une voix grave, une poignée de main à vous briser les phalanges et une carrure impressionnante. À la fin des années 60, il obtient un diplôme de commerce ici, à l'université de Baylor. Très tôt, le jeune homme se montre obsédé par la réussite. Il vous disait, je ne vais pas seulement devenir riche, je vais devenir le plus riche du monde, ou parmi les personnes les plus riches du monde. Il était poussé par ce désir de devenir milliardaire. Et pour faire fortune au milieu des années 70, il y a un secteur prometteur, le fitness. La tendance a conquis les Américains, séduits par les muscles du jeune Schwarzenegger. À Waco, toujours au Texas, Allen Stanford fréquente un club en banlieue de la ville, ici dans cette zone commerçante. Confiant, il rachète le lieu et le renomme Total Fitness Club. La vie était plutôt douce pour Allen Stanford, jusqu'à cette époque, je pense. Papa payait pour la fac, papa payait pour la maison, papa payait pour la première entreprise. C'était un enfant gâté de la classe moyenne. Allen Stanford parie sur une clientèle exclusivement masculine. Le succès est immédiat. C'était le premier club à avoir ces nouvelles machines de musculation avec des poids et des roulements et tout ça. Il a été capable d'avoir ces super équipements dans son club et ça a été le secret de sa réussite. Gary Finlay a 19 ans à l'époque. Il cherche un premier emploi avant d'être embauché comme petite main chez Total Fitness Club. La première fois que je l'ai vu, j'étais en train de passer l'aspirateur dans le centre de fitness. J'ai alors entendu ce bruit assourdissant, je suis allé à la fenêtre et je l'ai vu en train de se poser en hélicoptère. Le gars entre, sa tenue est immaculée, il est beau et il a une confiance en lui qui donne l'impression qu'il peut conquérir le monde. En quelques années, Allen Stanford ouvre 7 salles de sport ultra luxueuses aux 4 coins du Texas. Les clients s'arrachent des abonnements annuels à 1 000 $. Il savait gérer une vente depuis le moment où une personne passait la porte du club jusqu'à ce qu'elle ressorte. Il était le maître du jeu. C'était un incroyable vendeur. Le secteur à l'époque n'avait qu'un but, faire du fric. Et c'est ce qu'il faisait de mieux à l'époque, alors que personne ne le faisait. C'était de créer un système de virement bancaire pour prélever les comptes des clients. À 30 ans, Allen Robert Stanford est un homme marié. Il est père de famille et un entrepreneur audacieux. Mais en 1982, grisé par son propre succès, il voit trop grand. Il ouvre un complexe ultra luxueux dans le cœur de Houston, en pleine crise du pétrole. Face à l'effondrement de l'économie américaine, son empire du sport ne survit pas.
La chute est si brutale que le jeune Gary Finlay, alors simple manager, parvient à racheter le club de Waco. Allen incarnait l'image de la réussite, mais ce que j'ai découvert en reprenant l'entreprise, c'est que son plus gros problème était qu'il pompait l'argent, le dépensait, mais ne payait aucune facture. Peu de temps après, peut-être un an ou deux, lui et sa femme étaient en situation de faillite personnelle. Le roi du fitness a accumulé une dette de 13,6 millions de dollars, un échec cuisant. C'est le début d'une période opaque de sa vie. Allen Stanford se fait soudainement très discret. La dernière fois que j'ai vu Allen, il était en train de cuisiner des hamburgers, juste après qu'il ait quitté le secteur du fitness. Je l'ai vu dans un petit restaurant à burgers. Je l'ai vu derrière le comptoir en train de tourner des steaks. Le Texan va refaire surface 3 ans plus tard, bien décidé à reconstruire sa fortune. En 1985, lors d'un séjour sur une île des Caraïbes, il tombe sur un expatrié européen. Au fil de la conversation, l'homme lui souffle une idée pour faire beaucoup d'argent sans trop se compliquer la vie. C'était une sorte de conseiller financier et il a expliqué à Allen Stanford le système des banques offshore dans les Caraïbes. Il lui a montré combien il était facile d'ouvrir une banque ou de faire fortune. Apparemment, Stanford a pris des notes sur un carnet. En 1986, Allen Stanford arrive sur l'île de Montserrat dans les Caraïbes. Une île où le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le crime financier sont quasiment encouragés. On compte 300 banques pour 12 000 habitants. Dès son arrivée, Allen Stanford fait confiance en son imparable pouvoir de persuasion. Larry de Maria a bien connu l'homme. Lui qui sera bien plus tard son chargé de communication. C'est un homme impressionnant. Je crois qu'il fait 1m95. Il a une grande gueule, une certaine bonhomie. Il parle fort. C'était plaisant de le rencontrer. Si vous me demandiez s'il avait le don d'embobiner les gens, je dirais oui sans hésiter. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en marché financier pour paraître intelligent. Le jargon n'est pas compliqué du tout. Il suffit de lire la presse financière. Ce sont vos victimes qui ne connaissent pas ce jargon. Charismatique, il séduit des clients dans les Caraïbes, recrute quelques employés et pour une poignée de dollars, ouvre la Guardian International Bank. À la direction, il regroupe une bande unie autour d'un point commun, une totale incompétence dans la finance. Il y a son père, James Stanford, un ancien assureur, un avocat, un juge et même un vendeur de voitures. Paul Pelletier est le procureur qui fera tomber Allen Stanford 20 ans plus tard. Le bureau de direction était constitué d'inconnus qui étaient reliés à M. Stanford par des liens de famille, de sang ou par amitié. Son père était président émérite de la société. Il vivait toujours au Texas, à Mérida. Il ne savait rien de la compagnie. C'était juste un homme de paille. Ayant déjà démontré sa nullité en comptabilité, il fait cette fois-ci bien attention à débaucher un comptable fiable. Ce sera une vieille connaissance de la fac, James Davis. Il a contacté son vieil ami de fac, James Davis, dans le but d'asseoir la crédibilité financière et afin de remplir les registres comptables de la banque. Monsieur Davis, au départ, quand on lui a présenté l'idée, a cru que la banque agissait dans la légalité, mais il a vite compris que non. Car Allen Stanford a décidé de ne pas s'embarrasser des tracas légaux. Il met en place une vaste arnaque pour voler l'argent d'investisseurs crédules. L'arnaque, depuis le début, et ce jusqu'à la fin en 2009, était basée sur le concept qu'il investissait dans des actions et des placements sûrs pour des gens à travers le monde. En réalité, littéralement moins de 20% étaient réellement investis. L'arnaque est vieille d'un siècle. Une pyramide de Ponzi. Du nom d'un petit escroc qui sévissait à Boston dans les années 20. Une escroquerie assez simple et plutôt gonflée,
qui consiste à vendre à des clients des placements soi-disant sûrs et très lucratifs. En réalité, ces investissements sont totalement fictifs. Stanford ne place l'argent nulle part et empoche quasiment tout. Mais comment rembourse-t-il les clients qui veulent récupérer leur argent? Eh bien, il utilise tout simplement l'argent de nouveaux clients pour payer les anciens. Tant que vous avez assez de nouveaux investisseurs pour rétribuer les anciens investisseurs, alors vous avez une magnifique pyramide de Ponzi. Tranquillement à l'écart des instances de contrôle de la bourse, bien au chaud dans leur banque caribéenne, il suffit à Allen Stanford et James Davis de présenter des comptes falsifiés pour maquiller leur arnaque. Il s'agissait d'une véritable liste d'investissements. Sauf qu'en réalité, ces investissements n'existaient pas. Tout était faux. C'était une liste complète de faux investissements sur lesquels ils avaient bien travaillé pour arriver aux bons chiffres sur le bilan comptable. Allen Stanford s'enrichit très vite. En 1987, les comptes de sa banque affichent déjà près de 15 millions de dollars. Mais 2 ans plus tard, les autorités de l'île de Montserrat resserrent soudainement leur régulation bancaire. Vers 1989, les autorités bancaires de Montserrat ont découvert qu'Allen Stanford avait fait faillite au Texas et qu'il leur avait caché. Et ce fut une des raisons pour laquelle il a été viré de Montserrat à la fin des années 1980. Allen Stanford doit subitement trouver un nouveau terrain d'action s'il ne veut pas voir sa fausse banque s'effondrer comme une pyramide de sable. Heureusement pour lui, dans les Caraïbes, ce ne sont pas les paradis fiscaux qui manquent. Vous savez, on peut voir Antigua depuis Montserrat. Donc j'imagine bien Allen Stanford se demander « Mais que vais-je faire maintenant ?» Il a regardé en face et s'est dit « Bien sûr, il y a Antigua. » Antigua et Barbuda sont 2 îles antillaises au nord de la Guadeloupe, indépendantes depuis 1981. Une famille règne sur les 80 000 habitants, les Bird. Soupçonnée de tremper dans la vente d'armes et le trafic de cocaïne, la dynastie a transformé ce paysage idyllique en repère pour criminels en tout genre. Un jour, je me rends à un repas et je rencontre un homme, un fugitif américain, condamné en Amérique pour fraude bancaire. Il avait déménagé à Antigua et était devenu un citoyen d'Antigua, car à l'époque, le gouvernement ne laissait personne se faire extrader. Donc, il était venu là, il vivait très bien, il dégustait une bonne salade de fruits de mer. Le lendemain, je suis tombé sur un roi des paris en ligne qui avait séjourné en prison aux USA. Donc en 2 jours, je rencontre des hommes qui avaient de sérieux problèmes avec les autorités américaines et qui sont donc venus à Antigua. C'est une petite île, mais avec une concentration importante de criminels en col blanc. Au début des années 1990, Allen Stanford, sur le départ de Montserrat, entre en contact avec la famille Bird. Martina Johnson est journaliste à Antigua. Elle a enquêté sur l'ascension du banquier. Quand Stanford est arrivé ici, le gouvernement accueillait ce genre d'investisseurs car cela permettait d'offrir le niveau de développement dont le pays avait toujours rêvé. Au début des années 90, la Banque d'Antigua faisait face à de sérieux problèmes financiers. Et parce qu'il avait déjà volé pas mal d'argent, il était capable de faire des prêts et même d'acquérir la Banque d'Antigua et de la redresser. Ça a bien aidé la famille Bird à la tête du pays. Il était aussi capable de corrompre les politiques pour obtenir ce qu'il voulait. Bien sûr, quand vous avez la personne à la tête de l'instance de régulation qui doit contrôler la banque, qui fait partie de l'arnaque, ce n'est pas qu'on ne savait pas, c'était délibérément facilité et ignoré. Ici, pas de FBI ou de police quelconque qui pourrait l'ennuyer. Allen Stanford vient de trouver son royaume personnel. En 1991, il bâtit un imposant siège social. À grand renfort de colonnes kitsch, l'édifice est un des plus luxueux de toute l'île. La très modeste Stanford International Bank embauche des habitants de l'île. Personne ne connaît grand-chose à la finance, mais après tout,
ce n'est pas nécessaire quand on travaille dans une fausse banque. Aujourd'hui, les bureaux sont vides. Les dossiers des clients volés s'entassent. Mais on peut encore imaginer le faste qui a régné ici pendant plus de 20 ans. C'était comme un studio hollywoodien. Ça a l'air beau en façade, mais dès qu'on passe la tête derrière, il n'y a rien. Avec un beau décor, il faut aussi un bon scénario. Et pour cela, Allen Stanford a beaucoup d'imagination. Il commence par s'inventer un passé familial prestigieux. L'héritage Stanford a débuté il y a près de 70 ans à Meriah, au Texas, quand mon grand-père fonda la compagnie d'assurance Stanford en plein cœur de la Grande Dépression. Il répétera cette légende à longueur d'année dans des brochures, des interviews et des vidéos institutionnelles comme celle-ci. À défaut d'être un vrai bon banquier, il devient un vrai génie de la communication. Nous nous sommes construits sur la philosophie simple et efficace de mon grand-père. Bâtir une entreprise étape par étape. Travailler dur, avec une vision claire et des services de qualité. Toute cette histoire est complètement inventée. Il avait compris que personne ne croirait qu'un homme sans connaissance en finance, qui vient de Meriah, au Texas, soit capable de gérer seul une entreprise de services financiers de plusieurs milliards de dollars. Allen Stanford se dote d'un logo à la symbolique forte, l'aigle de l'indépendance américaine. L'aigle, l'aigle, l'aigle. Il était fou des aigles. Chaque bureau avait une immense statue en marbre représentant un aigle. Un peu dans le genre de l'aigle américain, agressif, qui pourrait vous manger. Quand il a ouvert des bureaux au Panama, sa présidente est venue à l'inauguration et le cadeau, vous savez quoi? C'était un grand aigle de cristal. Nous sommes au milieu des années 90 et la folie Wall Street a contaminé le monde entier qui se prend à rêver richesse, actions et placements en bourse. Alors Allen Stanford cible un marché en pleine expansion, la classe moyenne sud-américaine. Jaime Escalona, un conseiller dans les nouvelles technologies, habite à l'époque au Venezuela. Séduit par le marketing de Stanford, il investit toutes ses économies, 1,2 million de dollars. La banque était belle, luxueuse. Il y avait du marbre, des pièces d'art dans la banque. La situation économique du Venezuela et des autres pays d'Amérique latine n'était pas stable, donc on recherchait de la stabilité. Nous n'avions pas non plus de système social qui fonctionnait. On voulait quelque chose qui soit sûr pour notre futur, pour notre retraite et pour payer les études de nos enfants. Internet est encore balbutiant et les sources d'informations fiables peu nombreuses. Alors Jaime Escalona ne se méfie pas. Surtout que les banques Stanford proposent des investissements rentables et très sûrs, de l'épargne que l'on nomme certificat de dépôt ou CDs. Une chose unique avec les CDs, c'est qu'il s'agit d'investissements sur de longues périodes, ce qui aide une pyramide de Ponzi. Ça évite d'avoir beaucoup de gens qui retirent leur argent en même temps, car les gens attendent la maturation de leur placement. Les conseillers financiers nous ont présenté des documents très convaincants. Des brochures, des lettres de garantie, stipulant que nos investissements seraient sûrs. Et les investissements n'étaient pas beaucoup plus lucratifs qu'ailleurs. Les retours sur investissement étaient juste 1 ou 2% plus élevés que ceux proposés par les autres banques. Ils n'étaient pas délirants. Donc ça avait l'air raisonnable. On avait confiance. Comme Jaime, des familles entières investissent entre 10 000 et 1 million de dollars, avec une confiance aveugle.
Ces sommes colossales terminent presque intégralement dans les poches d'Allen Stanford. L'escroc augmente sa communication. Il dépense de plus en plus dans toutes sortes de vidéos institutionnelles, et même pour ses spots publicitaires diffusés sur de grandes chaînes comme CNN. Dave Henry était son réalisateur attitré. Il a travaillé sur plus d'une centaine de ses vidéos. Il travaillait son image, pas les chiffres. Quand je le voyais travailler, c'était sur des scripts, sur des brochures, sur la prochaine vidéo ou encore sur ce qu'il dirait à CNN à la prochaine interview. Ok, c'est parti. Nous réinventons notre stratégie marketing. En fait, on se réinvente. Il mentait. Et c'est plus facile de dire un mensonge une fois et de l'enregistrer que de devoir le répéter sans cesse en face des gens. Allen Stanford pousse tout le monde à se prêter au jeu de la caméra. Les vendeurs se mettent en scène avec beaucoup de naturel. Et même James Davis, son précieux comptable, est bien obligé de passer devant la caméra. Pour moi, ce qu'il y a de plus intéressant quand je retourne dans mes archives, c'est d'analyser les deux personnages que sont Allen Stanford et James Davis. On ne perce jamais l'humeur d'Allen Stanford. Il est toujours le même, confiant, audacieux. Il n'a jamais un moment de doute. Quand on regarde son bras droit à l'écran, James Davis était nerveux, studieux et il avait de nombreux tics. Vous vous demandez, ai-je satisfait son besoin plutôt que où est l'argent? Il était agité et distant, mal à l'aise quand la caméra était éteinte, comme s'il se demandait ce qu'il venait de dire. Et ce contraste illustre à quel point Allen Stanford était un acteur. Our business has expanded at such a rate that we now occupy. Allen Stanford, l'acteur, quand il ne joue pas au grand banquier pour la caméra ou qu'il ne maquille pas les comptes, s'adonne à ce qu'il fait de mieux, dépenser l'argent de ses investisseurs. Parfaite incarnation du fameux adage américain, il devient bigger than life. Il achetait fréquemment de l'immobilier, des avions, des bateaux. Il a acheté un manoir à Miami qui était un véritable château. La maison à Sainte-Croix que j'ai vue est incroyable. Elle est située en haut d'une colline qui surplombe tout le quartier. C'était une maison de star, trop cool. Sur ces rares vidéos, filmées par la justice américaine après son arrestation, on découvre le train de vie inimaginable du Texan. Cette maison compte des dizaines de pièces. Une salle de réunion digne d'un film d'espionnage, avec son écran rétractable. Une salle de sport et une accumulation de vêtements, de chaussures et de bière. Sur l'île de Sainte-Croix, Allen Stanford possède 6 autres propriétés et même un centre commercial. Au Texas et en Floride, il possède encore des maisons et des appartements luxueux. Mais c'est sur la mer, à bord de son Sea Eagle, qu'il passe le plus clair de son temps. Allen Stanford avait un magnifique yacht, mais il en voulait un plus grand de 3 mètres. Alors au lieu d'acheter un bateau plus grand, il a fait agrandir son bateau de 3 ou 4 mètres, ce qui lui a coûté près de 100 millions de dollars. Il a acheté 7 avions. Il a acheté tous les jouets qu'il voulait à l'époque. Il avait toute une équipe de pilotes, de domestiques autour de lui qu'il payait. Donc il avait un très très bon train de vie. Au tournant des années 2000, Allen Stanford est un criminel immensément riche, qui n'a jamais été inquiété par les autorités américaines. À Fort Worth, au bureau texan de la Security and Exchange Commission, le gendarme de la finance américaine,
On soupçonne Allen Stanford d'escroquerie financière depuis 1997. 2 rapports pointant ses activités ont déjà été émis. Pourtant, malgré les demandes répétées des enquêteurs, la direction refuse d'ouvrir une enquête. Il y avait un individu à la tête de la division de répression de la SEC à Fort Worth, au Texas, un homme qui s'appelle Spencer Barrach. Dès que cet homme a quitté la SEC, Allen Stanford a essayé de l'embaucher. Et on sait qu'à une occasion, dans le dos de la SEC, et sans son autorisation, les 2 hommes se sont rencontrés. Et Spencer Barrach a offert ses services en échange d'argent. Ce qui met un doute sur cet homme et sur les raisons pour lesquelles il avait rejeté les demandes d'enquête plus poussées. Pour Larry de Maria, qui fut trader et journaliste spécialisé à Wall Street, ce genre de relation trouble est monnaie courante. Vous gagnez 100 000 $ par an en travaillant pour la SEC et vous enquêtez sur quelqu'un qui vous propose 200 000 par an. Que faites-vous? Ça arrive tout le temps. Ce laxisme va permettre à l'escroquerie de prendre une ampleur phénoménale. Entre 2000 et 2001, Stanford International Bank annonce une progression record de 44% et pour la première fois de son histoire, un chiffre d'affaires qui dépasse le $1 milliard. C'était à l'époque une compagnie de plusieurs milliards de dollars qui était dans tous les journaux à New York et qui faisait des incursions non seulement sur le marché caribéen, mais à New York, Londres, Zurich et partout dans le monde. La fortune semble ne plus être la seule aspiration de l'ogre texan. Dans ses vidéos, il dévoile de plus en plus un ego hypertrophié. J'ai accompli quelque chose que peu de gens réalisent dans leur vie entière. Gagner de l'argent, ce n'est plus ce qui me motive. Faire ce que j'aime. Réaliser un changement, c'est dont je suis heureux. La personnalité d'Allen Stanford devient peu à peu insondable. Est-il un mythomane hors pair ou un véritable schizophrène? Il croyait des choses à propos de lui-même qui étaient fausses. Peut-être croyait-il réellement qu'il était descendant des fondateurs de l'université Stanford. Peut-être croyait-il qu'il était un génie richissime. Peut-être croyait-il qu'il était aristocrate. Je pense qu'il a cru à son propre mythe. C'était du cinéma, mais il a fini par croire à son propre cinéma. Sur l'île d'Antigua, Stanford, pétri de sa propre importance, s'est fabriqué un petit royaume à sa gloire. À peine sorti de l'aéroport, tout lui appartient, à commencer par la compagnie aérienne. En remontant l'avenue, on découvre sa banque, puis le Sticky Wicket, une cafétéria, plusieurs institutions financières, un restaurant gastronomique et même un observatoire pour admirer son domaine. Il avait tellement d'entreprises. Il était le second employeur d'Antigua, après le gouvernement. Il avait 900 employés. Aucune de ces entreprises n'a rapporté d'argent. Elles en perdaient toutes. La compagnie aérienne a coûté aux investisseurs 300 millions de dollars avant qu'ils ne la fassent couler. Propriétaire foncier, il veut aussi posséder les consciences. Il crée son propre outil de propagande, le Antigua Sun. Toutes les semaines sont publiés des articles flagorneurs à la gloire de Stanford, d'Antigua et du gouvernement. Dans ces numéros, parus en 2006, des dizaines de pages sont consacrées à un événement. Allen Stanford vient d'être anobli par le gouvernement d'Antigua. Son anoblissement, beaucoup d'Antiguais, je ne veux pas dire tous, mais beaucoup étaient contre. Recevoir notre plus haute récompense nationale résonnait comme une claque dans la figure des résidents qui pensaient qu'il était trop présomptueux, qu'il jetait son argent par les fenêtres sans penser vraiment aux gens qui vivaient ici. Quand il a été anobli, il faisait référence à lui-même comme Sir Allen Stanford et demandait aux autres de l'appeler ainsi. Comment vous appelez quelqu'un qui pense grand, mais qui ne l'est pas? Des gens qui se voient plus haut qu'ils ne sont. Des égocentriques.
C'est comme ça qu'on dit. En privé, Stanford se comporte encore et toujours comme un seigneur moyenâgeux. Un puissant souverain à qui personne ne résiste. C'était un tombeur de femmes. Un jour, j'étais dans une fête dans son hélicoptère et on discutait tous ensemble et quelqu'un lui dit « Oh, vous avez l'air fatigué aujourd'hui, Allen. Enfin, monsieur Stanford. » Et il répond « Oh, j'ai la gueule de bois. J'étais à Puerto Vallarta la nuit dernière, je chassais de la chatte. » C'était ce genre de type. C'était lui le chef, capable de dire naturellement qu'il était en train de courir les jupons. C'est plus joli comme ça. Mais il s'en fichait. Ce n'était un secret pour personne qu'il avait des femmes, des ex-femmes, des petites amies, des enfants de plusieurs femmes. Quand il désire quelque chose, Stanford n'a pas de limite. En 2005, il débourse 65 millions de dollars pour s'offrir une île entière. Il possédait l'île de Maiden, au large des côtes d'Antigua, où il avait construit une demi-maison pour voir s'il l'aimerait, dans le but de la détruire ou de la reconstruire plus tard. Voici les plans du projet pharaonique d'Allen Stanford pour la transformation de son île privée. Il voulait créer un club et une marina capable d'accueillir jusqu'à 30 yachts. Sur Antigua, l'impression de richesse dégoulinante et ostentatoire que dégage Allen Stanford contraste fortement avec les petites maisons en bois recouvertes de tôles ondulées et l'ambiance reggae rasta de l'île caribéenne. Certaines personnes pensaient que c'était un investisseur qui s'intéressait au développement du pays. Et il avait des supports de la part de ce groupe. Mais il y avait un autre groupe qui pensait qu'il était juste là pour s'accaparer nos terres, les propriétés prestigieuses. Cet homme riche, qui est blanc, est venu pour manipuler cette petite île. Et nos dirigeants acceptent de faire ce qu'il veut en échange de son argent. Le journal local Outlet se demande même qui du gouvernement ou d'Allen Stanford dirige le pays. Pour beaucoup, pas de doute, l'île est passée d'une colonie anglaise à une colonie Stanford. Allen Stanford était un individu important à Antigua. Et quand je dis important, il était puissant. C'était un dictateur. Les habitants ont protesté contre Stanford pendant longtemps. Stanford a donné du pain aux Antiguais. Il va maintenant leur apporter des jeux pour s'assurer de leur silence. Son plus gros coup, financer le sport roi dans les Caraïbes, le cricket. When Allen Stanford does something, he doesn't do it by halves. He does it to its best. En face de sa banque, il fait ériger un stade magnifique avec écran géant, le Stanford Cricket Field. En 2005, il rassemble les meilleurs joueurs des Caraïbes dans une même équipe, les Superstars. Il crée un tournoi professionnel à son nom, où s'opposent les Caraïbes aux grandes nations du cricket comme l'Angleterre. Cela a donné vie à un sport que nous aimons ici dans les Caraïbes, le cricket. Et cela nous a placés sur le marché international. Parce que tout le monde regardait les Caraïbes au stade Stanford. On regardait Antigua et Barbuda. Je n'ai qu'une chose à dire. C'était un sacré match. Hors des réalités, Allen Stanford se met à narguer Wall Street au mi-temps des années 2000. Il cherche à débaucher les employés des banques historiques comme Merrill Lynch ou Lehman Brothers. Tous ces traders arrivent avec leurs clients, d'éventuelles futures victimes. Charles Hazlett, un ancien de Merrill Lynch, rejoint la banque Stanford en 2002, dragué par les arguments convaincants du Texan. Il était réservé et distant la plupart du temps. Mais s'il vous parlait ou s'il essayait de vous motiver, il savait être très convaincant. Il balançait pas mal d'argent, il offrait de gros bonus. J'ai gagné une voiture à 100 000 $, car j'avais vendu le plus de CD. Et il tenait ses promesses. C'était une grosse cérémonie.
en face de tous les autres employés. J'étais plutôt embarrassé. En fait, je n'aimais pas me retrouver dans cette position, mais j'étais content de gagner la voiture. Allen Stanford continue, même lorsqu'il s'agit de récompenser ses salariés, de satisfaire son besoin de puissance. Lors de cérémonies comme celle-ci, il entretient le suspense en alignant les finalistes sur une estrade avant d'annoncer qui aura le droit à sa prime. Il devait passer 10 minutes à marcher derrière chacun et il tapait sur l'épaule de l'un d'entre eux. Bien sûr, la personne pensait qu'elle avait gagné les 10 000 $. Et il lui disait, tu sais, Rodeo a fait un super boulot. Et il marchait, et il tapait sur l'épaule d'une femme, et ainsi de suite. Je comparais cela à quelqu'un qui arracherait les ailes d'une mouche. C'était aussi horrible. Je n'ai jamais vu une performance aussi égocentrique et égoïste de toute ma vie. Et finalement, il choisissait son vainqueur. Il prenait du plaisir à mettre ses gens mal à l'aise. Pour s'assurer la dévotion de ses employés, il débourse sans compter. À New York, Stanford invite 300 conseillers financiers à l'hôtel Intercontinental. Coût des festivités, 1,5 million $. Ils ont carrément refait la discothèque Studio 54. Donc, il y avait une énorme salle de bal au cœur de Manhattan, décorée comme le Studio 54, avec des acteurs jouant des personnes connues qui y allaient, comme Andy Warhol, Elton John, Bianca Jagger. Et ils passaient avec des cadeaux pour être sûr que tout le monde s'amuse. Cette fête était dingue, mais c'était typique. Ils allaient dans une ville et devenaient fous le temps d'un week-end. À la Nouvelle-Orléans, à Caracas, à Londres. Au bureau, tout le monde savait, ou du moins se posait les mêmes questions. Mais personne ne disait rien, car on gagnait de l'argent. Et ça vous fait regarder ailleurs. Nos revenus annuels étaient probablement 2 fois plus élevés que la moyenne. Alors vous savez. En 2008, Allen Stanford est le 205e Américain le plus riche selon le classement du magazine Forbes. Sa fortune est estimée à 2,2 milliards $. Le géant texan va pourtant voir les bases de sa pyramide s'effriter petit à petit. Une poignée d'employés intègres commence à poser des questions dérangeantes. Charles Hazlett est l'un d'entre eux. Il se demande pourquoi une banque internationale utilise un minuscule cabinet de comptabilité complètement inconnu. Leur réponse fut « On travaille avec eux depuis plus de 20 ans. C'est une petite société, très bien gérée. Je ne devais pas m'inquiéter. » Je voulais plus de réponses qu'ils ne voulaient m'en donner. À un moment, ils m'ont dit « Fais-tu partie de la famille? Crois-tu en nous? Fais-tu partie de notre équipe ?» C'est vraiment ça. Soit je me conformais à la façon dont les choses étaient faites ici, et je ne posais plus de questions, soit je démissionnais. Je ne voulais pas démissionner directement, donc je leur ai demandé de me laisser réfléchir. Et en 24 heures, j'ai finalement démissionné. Larry de Maria suspecte à son tour une énorme fraude, mais lui non plus ne peut poser aucune question. Il avait 4 femmes dans un bureau qui menait au sien. Et ensuite, il avait une femme nommée Yolanda Suarez, qui était sa chef d'équipe. Et je pense qu'il aurait fallu tout un escadron pour accéder à son bureau. Je pense que j'ai dû entrer dans son bureau 3 fois peut-être. Larry est finalement licencié pour incompétence. Allen Stanford combat avec virulence tous ceux qui doutent de lui. Il poursuivait tous ceux qui voulaient porter plainte contre lui. Il avait une trentaine d'avocats. Il avait des super conseillers juridiques. Je ne pense pas qu'il avait la moindre inquiétude à avoir. Pourtant, en septembre 2008, l'étau se resserre. La planète connaît la plus grave crise financière de son histoire, provoquant 2 mois plus tard l'arrestation très médiatisée de Bernard Madoff à la tête d'une pyramide de Ponzi de 65 milliards $. L'avertissement aurait inquiété le plus convaincu des criminels, mais pas Allen Stanford, qui proclame haut et fort qu'il va sortir de cette crise sans aucune éclaboussure. Notre bilan comptable est bon. Nos liquidités sont exceptionnelles. Et nous allons, en cette période difficile, continuer à faire fructifier nos affaires. La chute est proche, mais Allen Stanford est dans le déni total. Depuis des années, il croit s'être attiré la protection de la classe politique américaine en finançant des campagnes électorales.
l'homme d'affaires a donné un total de 1,6 million de dollars aux partis républicains et démocrates. Un de ses bénéficiaires fut Barack Obama en 2008. La même année, il finançait à hauteur de 200 000 dollars la campagne démocrate au Congrès. À la convention nationale du parti, il est même chaleureusement remercié par Bill Clinton. Je souhaite remercier le Stanford Financial Group pour leur souscription à cet événement. En 2008, George Bush le remercie également dans cette lettre officielle. Les compagnies comme la vôtre aident les Américains à construire les bases solides de leur futur. Malgré ses relations, l'escroc ne peut plus tenir très longtemps. Sa banque prétend détenir 8,5 milliards de dollars, alors qu'elle ne dispose en réalité que de 20 millions de dollars. La seule raison pour laquelle ces types se sont fait prendre, c'est parce que durant la crise financière, tout le monde a eu peur dans ce pays. Quand les prêts hypothécaires ont dégringolé, que des gens ont été jetés dehors, les clients voulaient récupérer leur argent. Et pour la première fois dans son histoire, les nouveaux investissements n'étaient plus suffisants pour couvrir les retraits. Ils n'avaient pas les moyens de rendre l'argent. C'est le principe des pyramides de Ponzi. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait prendre. Le gouvernement ne les a pas eus, les médias ne les ont pas eus. S'ils ont été démasqués, c'est parce que d'autres escrocs avaient détruit le marché financier. Les plaintes s'accumulent. Et en février 2009, Paul Pelletier, procureur en Floride, parvient à inquiéter Allen Stanford. Il arrête pour un délit mineur Laura Pendergast Holt, une de ses proches collaboratrices, pour tenter d'obtenir des informations. Nous avons tenté d'interroger Laura Pendergast Holt directement après son arrestation. Mais ce ne fut pas un succès, car elle avait très vite fait appel à un avocat. Notre rencontre a pris fin avant que nous soyons capables de l'interroger sur les avoirs, ou plutôt sur le manque d'avoirs de la Stanford International Bank. Mais cette toute première arrestation va faire tomber comme un château de cartes l'empire de l'escroc. Cet événement nous a permis d'obtenir le reste des preuves pour démontrer que l'entreprise était une vaste pyramide de Ponzi. James Davis a vu cette arrestation et il a rapidement compris qu'il serait le prochain. Et il ne voulait pas être arrêté ainsi. Donc il a très vite admis que Stanford International Bank était une pyramide de Ponzi depuis le premier jour, qu'ils avaient menti aux investisseurs avec des faux registres comptables, de faux rapports, qu'ils avaient manipulé les investissements depuis très longtemps, approximativement 25 ans. Allen Stanford est arrêté le 17 février 2009 en Virginie, réfugié chez une de ses petites amies. Il est immédiatement envoyé en prison. Mais l'homme ne semble pas réaliser ce qui lui arrive et il crie son innocence. Il est allé dire plusieurs fois à la télévision que tout cela n'était qu'une erreur, un gros malentendu, que les investissements étaient réels, que les avoirs étaient réels, qu'il y avait bien 5 milliards de dollars, que tout cela était une grande arnaque orchestrée par la SEC pour le ruiner. À l'époque, Aram Roston obtient une interview avec Allen Stanford qui feint la surprise. Il jouait l'homme blessé. Il essayait de se comporter comme si tout son monde n'était pas en train de s'écrouler. Il essayait de se faire passer pour quelqu'un qui méritait de la pitié. Il m'a imploré à un moment. Je me rappelle, il m'a dit « Pensez, imaginez, avez-vous déjà perdu quelqu'un? Quelqu'un que vous aimiez? Est-ce que quelqu'un de vos proches est déjà mort? Parce que c'est ce que je ressens en ce moment. » Parce qu'il comparait cela à la perte de sa société et de tout ce qu'il possédait. Tous ses comptes sont gelés et le 17 février 2009, la SEC ferme toutes les banques Stanford et investit les locaux de Houston. Pour les épargnants, c'est le chaos. Nous sommes allés à la banque, il y avait plein de monde devant qui essayait d'entrer dans le bâtiment. Des centaines de gens qui faisaient la queue. Les gens pleuraient, les gens paniquaient. Nous essayons d'entrer en contact avec les conseillers financiers pour avoir des réponses. Il y avait tellement de monde, on se serait cru dans une émeute à l'intérieur de la banque. Pendant ce temps-là, en prison,
Allen Stanford se fait sauvagement tabasser par un codétenu. Il s'est fait méchamment tabasser en prison. Depuis, c'est dur pour Allen Stanford. Je ne peux pas dire que je sois désolé pour lui, mais il n'a pas eu les traitements de faveur que beaucoup de criminels en col blanc ont eu dans ce pays. Il vit la dure réalité de la prison. Son procès s'ouvre en 2012 à Houston. Pendant 7 semaines, l'argumentation d'Allen Stanford est très vague face aux preuves accablantes. Il n'a pas eu une once d'humanité envers ses 21 000 victimes. Il était vraiment antipathique. Nous n'avons pas vu d'émotion en lui. Il n'a présenté aucune excuse aux victimes, aux personnes touchées. Il ne s'est pas excusé. En mai 2012, il écope d'une peine de 110 ans de prison. Ses victimes n'ont jusque-là reçu qu'un seul centime par dollar perdu. Pour Jaime, cela correspond à 9 000 $ sur les 1,2 million de dollars investis. Alors depuis 7 ans, il se bat pour dénoncer la situation à travers son association de victimes. J'essaie de ne pas être trop sentimental, mais c'est difficile. Je reçois les histoires de personnes qui meurent, de personnes qui sont désespérées, qui me demandent de l'aide car elles n'ont plus les moyens de manger ou de se faire opérer. C'est horrible. Même des personnes jeunes et des plus vieilles meurent parce qu'elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. C'est vraiment dur de recevoir toutes ces lettres qui me disent « Mon mari est décédé d'une crise cardiaque. Il n'a pas supporté de tout perdre après 50 ans de dur labeur. » Ce dossier fut très important pour moi, car nous avons été capables de mettre ces escrocs en prison. Mais on n'a pas pu finir le travail. J'ai quitté le gouvernement en 2011 et je n'ai pas été capable de finir ma mission et de rembourser les victimes. Vous savez, cela continue de me hanter aujourd'hui. Allen Stanford a aujourd'hui 66 ans et finira ses jours dans une prison de Floride. Son histoire est peu médiatisée. Pourtant, c'est la deuxième plus grosse pyramide de Ponzi de l'histoire. Cette histoire n'est pas assez racontée. Elle n'attire pas assez l'attention car elle a eu lieu dans l'ombre de Bernie Madoff. Mais c'est une véritable tragédie américaine, vous savez. Il y a tellement de victimes, tellement de gens qui ont été affectés. Et le gouvernement américain a fait un très mauvais travail de surveillance. Pour moi, tout le système si sophistiqué de Wall Street et le modèle américain de finance et de régulation bancaire ont conspiré pour que cela arrive. Je pense que l'histoire d'Allen Stanford est l'histoire d'un total échec de la part du système financier américain. Les gens sont toujours attirés par de meilleurs rendements. Donc quand quelqu'un brandit cette carotte, ici ce fut Allen Stanford, les gens y croient. Je pense que c'est une combinaison de ces différentes choses. Il y a toujours eu des pyramides de Ponzi, et il y en aura toujours, tant qu'il y aura des gens intelligents, charmants et organisés, des gens qui sauront comment s'y prendre en fait. Fidèle à lui-même, Allen Stanford tente encore d'écrire son propre mythe. Il a rédigé seul une demande en révision du procès de 300 pages. Puis il a publié un livre, écrit par un codétenu. Sa thèse, celle d'un innocent brisé, jeté en prison.